moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Dans ce chapitre, on va commencer par s'intéresser à quelques propriétés de fonctions que vous connaissez très bien. Vous connaissez cette fameuse parabole que vous avez ici, qui est la représentation graphique de la fonction carré. Vous voyez qu'il y a une jolie symétrie axiale d'axe OY. Vous voyez effectivement, si je suis ici, je me retrouve tac, juste de l'autre côté, comme dans un miroir. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à un réel x que nous allons choisir sur l'axe des abscisses, et on va considérer le point M de coordonnées x, f de x, que voici. Donc, je peux vous faire plusieurs représentations, voilà ce que nous obtenons. On va s'intéresser maintenant aux symétriques de M par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, c'est-à-dire que si ici nous avons x en abscisse, ici vous aurez moins x qui sera l'abscisse du point M'. Alors, on constate que f de moins x, comme c'est la fonction carré, ça ferait moins x au carré, c'est-à-dire x carré. Et donc nous aurions ici f de moins x égale f de x. Alors une fonction qui vérifie une telle propriété porte un nom, elle s'appelle une fonction paire, et sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors il y a tout de même une contrainte pour parler de fonction paire. Nous sommes en train de parler du réel x avec son opposé moins x. Donc pour ceci, il faut que pour tout réel x présent dans l'ensemble de définition, le réel moins x soit aussi présent dans l'ensemble de définition. Et un ensemble qui vérifie cette propriété porte un nom, il s'appelle un ensemble centré en zéro. Alors évidemment, si vous travaillez dans les réels, il n'y a aucun problème. Si vous travaillez dans les étoiles, il n'y a aucun problème non plus. Mais si vous êtes sur un intervalle, par exemple, ouvert, moins 5, 6, effectivement, il y aura un problème. Alors, je vais vous donner ici une autre situation. Vous connaissez la fonction valeur absolue que vous avez étudiée déjà l'an dernier, un petit peu cette année. Et vous savez que la valeur absolue de moins x, c'est aussi valeur absolue de x. Donc, on retrouve bien la même propriété. Nous allons nous intéresser maintenant à la fameuse hyperbole qui représente la fonction inverse, que je vous ai représentée ici en vert. Alors, vous pouvez voir que cette hyperbole possède un centre de symétrie, et pas n'importe quel centre de symétrie, c'est-à-dire l'origine du repère. Alors, nous avons la chose particulière ici. Prenez par exemple le réel x ici, et prenez son opposé, moins x ici. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble sur lequel est définie la fonction est bien centré en zéro. En effet, cette fonction est définie sur R étoile, pour tout x qui est dedans, moins x est aussi dans cet ensemble. Alors, nous allons nous intéresser ici à f de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et ici, nous allons nous intéresser à f de moins x. Et f de moins x, ça sera 1 sur moins x, c'est-à-dire moins 1 sur x. Et nous constatons que nous avons la propriété f de moins x égale moins f de x. Alors, une fonction qui vérifie ce type de propriété porte un nom. On appelle ceci une fonction impaire, tout simplement. Alors, vous en connaissez un certain nombre. Vous connaissez donc celle-ci. Toutes les fonctions linéaires vérifient aussi cette propriété. Vous en avez une autre que vous avez déjà forcément rencontrée, c'est la fonction cube. En effet, moins x au cube sera égal à moins, plus loin, x au cube. Donc on peut entamer le cours. J'ai pas besoin de revenir surtout en détail car nous venons de présenter ceci au travers des représentations graphiques, des fonctions de référence. Alors je vous ai mentionné tout à l'heure c'est qu'il y a un ensemble centré en zéro. On dit qu'un ensemble est centré en zéro si pour tout x de cet ensemble i moins x est aussi dans i. Donc c'est nécessaire pour parler de fonction paire et impaire. Alors on dira qu'une fonction est paire. Donc si pour tout x de i, on a bien sûr f de moins x égale f de x, dans ce cas-là, vous voyez cette jolie représentation ici, et vous avez un axe de symétrie ici, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. On connaît des fonctions qui vérifient ces propriétés, la fonction carré, la fonction valeur absolue par exemple, ou toute fonction polynôme du second degré, avec des termes en carré et des termes constants. Par exemple, si vous prenez 3x carré plus 5, on en reparlera en exercice. Alors pour les fonctions impaires, on revoit la notion d'ensemble centré en zéro. Donc je vous ai dit qu'une fonction f est impaire si on a pour tout x de i, f de moins x égale moins f de x. On pense à la fonction inverse, la fonction cube, les fonctions linéaires, ok, ou une fonction comme celle-ci. Par exemple, vous voyez qu'il y a toujours un joli centre de symétrie, l'origine du repère.
Donc je vais vous laisser relire tout ceci tranquillement. C'est des définitions, il faut les connaître. Voilà, et nous allons passer maintenant aux variations de fonctions. Pour mettre en évidence quelques applications de la dérivation, je vais vous amener dans mon terrain de jeu favori, la montagne. Et avec mon activité préférée, le vélo. Alors, je vais essayer de grimper sur cette petite colline ici, dont le tracé, la représentation graphique d'une fonction. Alors, que je vais appeler f. Entamons donc cette petite montée. Vous voyez qu'au début, le coefficient directeur, donc le nombre dérivé 0,05, ou encore le coefficient directeur de la tangente est relativement faible. On continue de monter. Donc vous voyez que ici, il est de 0,22. Alors pour rappel, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en montagne, souvent quand vous êtes en montagne, vous vous retrouvez avec des panneaux sur le bord de la route qui indiquent le pourcentage, 10%, 15%, 20%. Ici, ça serait 22%. Et que signifie ce 22%? Ça signifie qu'à chaque fois que vous avancez de 100 mètres, vous montez de 22 mètres. Ok? Ici, quand on avance de 1 mètre, on monte de 0,22 mètres, c'est-à-dire 22 cm. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire du vélo, une pente de 22%, c'est énorme. Mais bon, je suis balèze, donc pas de souci. On continue et on constate qu'en montant, le coefficient est toujours positif. Alors, on pourrait s'intéresser à ce qui se passe quand on arrive tout en haut de la colline. Et là, vous voyez que soudainement, le coefficient s'annule. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que là où la dérivée va s'annuler, ça va parfois, on va avoir un certain nombre de situations, nous permettre de trouver le maximum. Continuons. Cette fois, on constate que le nombre dérivé est négatif. On n'est pas étonné. Vous voyez que les tangentes ici, donc, descendent de la gauche vers la droite. Voilà. J'ai fini ma petite montée, ma petite descente, et je suis très fier de moi. Ça m'a permis de vous mettre en place, de vous présenter quelques applications de la dérivation. Donc, pour l'instant, nous faisons une conjecture, c'est-à-dire que quand la dérivée est positive, ça signifiera que la fonction elle est croissante. Quand la dérivée est nulle, ça nous permettra de trouver des extrémas éventuellement, on va voir qu'il y a d'autres situations, et quand la dérivée est négative, ça signifiera que la fonction est décroissante. Suite à ma petite balade en vélo, bien sympathique, montagne, on a pu mettre en place donc, un certain nombre de conjectures que nous allons essayer de voir plus en détail maintenant. Tout d'abord, prenons une fonction dérivable sur un intervalle i et on va essayer de voir le lien qui existe entre les variations de cette fonction et la dérivée de cette fonction sur cet intervalle. Alors, on a vu tout à l'heure que si f est croissante sur i, alors pour tout x de i, on aura f' de x supérieur ou égal à 0. Ce n'était qu'une conjecture, on va essayer de le démontrer. De la même façon, si f est décroissante sur i, on aura cette fois f' de x qui est toujours inférieur ou égal à 0. Et si f est constante sur i, on aura f' de x est égal à 0, ce qui est un résultat assez trivial. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ce premier résultat ici. On va essayer de le démontrer. La démonstration pour f' de x inférieur ou égal à 0 sera totalement identique. Ce qu'on va faire, on va choisir un réel x quelconque dans l'intervalle i et on va prendre un h appartenant à R étoile. Alors, pourquoi je dis R étoile? Parce que je vais être amené ici à faire une division par h. Et vous savez très bien, tous sans exception, qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors je choisis mon h évidemment tel que x plus h appartient aussi à l'intervalle. On va utiliser un résultat extrêmement important. On va se rappeler de ce que c'est qu'une fonction croissante. On dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle donné si pour tout a strictement plus petit que b dans cet intervalle, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Dans ce cas-là, on dira que la fonction elle est croissante. Et si on a f de a strictement plus petit que f de b, on dira que la fonction est strictement croissante. On parlera de fonctions cette fois décroissantes respectivement strictement décroissantes. Si cette fois, en prenant toujours a strictement plus petit que b, on a f de a qui va être supérieur ou égal à f de b, ou f de a supérieur strictement à f de b. L'intérêt d'une fonction croissante,
c'est que elle conserve le sens des inégalités. Ce qui signifie que si vous prenez A plus petit que B, A moins B et F de A moins B, F de B auront le même signe. Donc ici, si je x plus h moins x a exactement le même signe que f de x plus h moins f de x, car la fonction choisie, elle est croissante. Donc si les deux sont positifs, le quotient sera bien sûr positif. Si les deux sont négatifs, le quotient sera bien sûr toujours positif aussi. Alors, on a vu que la fonction f est dérivable en x. Donc si elle est dérivable en x, on peut se rappeler la définition même du nombre dérivé. On a vu que le nombre dérivé, c'est la limite quand h tend vers 0 de ce fameux rapport. Or, on a vu que ces rapports ici sont tous positifs. Il en sera donc exactement de même pour la limite. Cette limite étant f' de x, on en déduit bien que f' de x est supérieur ou égal à 0. La démonstration aura été totalement identique ici. Allons dans l'autre sens maintenant. Alors c'est surtout l'autre sens qui va nous intéresser. Cette fois, si f' de x est toujours positif, supérieur ou égal à 0, alors la fonction va être croissante sur i. Si f' de x est inférieur ou égal à 0, la fonction f sera décroissante sur i, et si f' de x est égal à 0, elle sera constante sur i. Alors oui, j'ai mis admis ici, parce qu'il vous manque des choses, notamment, pour démontrer proprement ceci, on pourrait utiliser le théorème des accroissements finis, qui n'est plus au programme depuis de très nombreuses années. Donc vous allez l'admettre bien joyeusement. Alors, j'ai fait quelques distinctions entre fonctions croissantes et strictement croissantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça change rien, de toute façon, en première, elles sont toujours soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. Ce qui est vrai. Mais quand on va vouloir rentrer un peu plus dans les détails des choses, notamment en terminale, on aura besoin de le justifier proprement. Notamment quand on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ici, on va retenir une chose. Avant de parler de ceci en détail, regardons la fonction qui a x associe x cube plus 9. Cette fonction est une fonction polynôme, elle est clairement dérivable sur R, sa dérivée ne pose absolument aucun problème, j'espère, parce que si vous n'avez pas dérivé x cube, il y a un vrai problème. Hein. Alors, ceci est toujours supérieur ou égal à 0, mais en fait ne s'annule que pour une seule valeur, que pour 0. Et donc vous allez voir que on va se contenter de le conjecturer pour l'instant, hein, mais que s'il y a quelques points où ça s'annule, c'est pas grave, ça ne va rien changer au fait que la fonction est de tout de même soit strictement croissante dans le cas-là, soit strictement décroissante. Et c'est ce que je vous indique ici dans la remarque. C'est pas grave si elle s'annule, sauf peut-être en nombre fini de réels. D'accord ? Donc, je vous rappelle que pour un tableau de variation, on va indiquer donc la fonction f, généralement on met ici f et pas f de x, parce qu'on s'intéresse aux variations de f. Ici on peut écrire signe de f' ou f' de x, tout ceci est équivalent. Il est bien d'indiquer les zéros de f'. Qu'est-ce que c'est que les zéros d'une fonction? C'est ce qui annule cette fonction, c'est-à-dire pour quelle valeur ici nous obtenons 0, là cette fois c'est 0. Il est bien aussi d'indiquer les valeurs qu'on obtient ici pour les valeurs qui vont annuler f'. Ok. Alors attention, hein, on ne met jamais de valeur approchée dans un tel tableau. Jamais, jamais, jamais. Hein. Si ici vous aviez racine de 2, un calcul complètement dégueulasse du genre f de racine de 2 qui donne un calcul infaisable, vous mettez f de racine de 2 et à côté vous mettez une valeur approchée. Un petit rappel, il est fondamental de se placer sur un intervalle. J'ai bien dit 1 et j'ai bien dit 2 LE ici. La moindre des choses, c'est d'écrire correctement les mots mathématiques, surtout celui-ci qui est particulièrement loufoque. C'est comme ça, c'est le français. La fonction inverse que vous connaissez tous, vous savez qu'elle est définie et dérivable sur R étoile, mais R étoile, que j'ai présenté comme ceci, n'est pas un intervalle, c'est la réunion de deux intervalles. On sait très bien que la dérivée de la fonction inverse est moins 1 sur x carré, qui est toujours strictement négatif sur R étoile, mais attention, 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 hein. Comme vous le savez, f n'est pas décroissante sur R étoile. Certainement pas. Elle l'est totalement indépendamment sur moins l'infini 0, qu'on note aussi R moins étoile, et sur 0 plus l'infini, qu'on note aussi R plus étoile. Alors c'est pas parce que vous venez de voir un outil puissant que vous devez oublier
tous les résultats que vous avez déjà rencontrés par le passé. Alors, vous, notamment, alors les élèves ont tendance, et donc vous, à oublier totalement la définition. Je vous l'ai déjà rappelé. Je rappelle que on dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle donné si pour tout a strictement plus petit que b choisi dans cet intervalle, alors on a f de a inférieur ou égal à f de b, etc. Je vous ai déjà dit ce qu'il en était pour les fonctions strictement croissantes, croissantes, strictement décroissantes et décroissantes. Vous pouvez aussi utiliser des résultats qui sont très simples. Si vous additionnez deux fonctions qui sont toutes les deux croissantes, par exemple ici, imaginez la fonction carré sur l'intervalle 2 plus l'infini, par exemple. Ou encore la fonction qui a x associe x moins 2 sur 2 plus l'infini. Sur cet intervalle, ces deux fonctions sont clairement croissantes. Leur somme sera donc bien sûr croissante aussi. On va maintenant s'intéresser plus en détail aux extrémas de cette fonction. Alors vous m'avez entendu dire extréma, j'insiste. Extréma n'a pas de S, c'est un pluriel en latin, où on dit les extrémums, cette fois avec S. Ici, sur cette représentation graphique, on repère clairement le maximum. Il est atteint en E. On repère clairement le minimum. Il est atteint en D. Néanmoins, on peut constater que ici, ou encore ici, le comportement n'est pas banal. Si on se contentait de regarder en oubliant tout simplement le reste, on aurait l'impression ici d'avoir le maximum. Comme ici, on pourrait avoir l'impression d'avoir le minimum si on ne regarde pas le reste. Dans ce cas-là, on parle d'extrémas locaux. De façon plus formelle, donc soit f une fonction définie sur un intervalle i, et c'est un réel de i distinct des extrémités. Vous verrez que le comportement pour les extrémités sera un petit peu différent. On dit que f admet un maximum local en C si f de C est le maximum de f restreinte à un intervalle ouvert contenant C. Alors j'ai indiqué ouvert, je l'ai mis en gras parce que c'est des choses qu'on a besoin de savoir dans le supérieur cette année. Ça va pas trop vous concerner en tout cas pour cette notion ici. De la même façon, on définit la notion de minimum local. Remarque sur les extrémités. Alors, concernant les extrémités, alors généralement en première, en terminale, vous n'aurez aucun souci avec ceci. Quand on arrive à calculer aux extrémités, quand on arrive à déterminer f de a et f de b, ça sera toujours soit un minimum, effectivement ici c'est le minimum, soit un maximum local. Effectivement, on pourra toujours trouver un intervalle de cette forme, c'est-à-dire un intervalle semi-fermé à gauche contenant a, ouvert ici, donc tel que localement, ici, c'est bien un minimum. Quel lien avec la dérivation? Alors, on a déjà vu un certain nombre de propriétés quand je faisais ma petite balade en vélo tout à l'heure, et on a vu notamment que quand j'arrivais au sommet de la montagne, par exemple ici, imaginez-moi sur mon petit vélo, on avait vu que la dérivée était nulle. Donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i, et c'est un réel de i. Si f admet un extrémum local en C, alors f' de C est égal à 0. Et ce qui signifiera donc que vous avez une tangente horizontale. Donc si vous avez C, la valeur ici, vous allez avoir f de C ici. Et donc la droite d'équation y égale f de C sera bien une tangente horizontale. Alors on va faire quelques petites remarques concernant donc la recherche des extrémas. Alors, il est important que l'intervalle soit ouvert. En effet, pensons à la fonction carré. Et on va étudier la fonction carré sur l'intervalle 0, 1. Donc, vous savez tous que la fonction carré est représentée par une parabole. Vous savez tous aussi, par exemple, que f de 1 est égal à 1. F de 1 égale 1, la fonction est donc croissante. La valeur la plus grande atteinte sur l'intervalle 0, 1 sera bien sûr celle-ci. Mais, pourtant, si on s'intéresse à la dérivée de la fonction carré, c'est 2x. Et donc, f' de 1 est égal à 2. Tiens, c'est problématique, n'est-ce pas? Donc, le comportement, donc l'abcès de propriété que nous avons vu, ne fonctionne donc pas avec les extrémités. Et les extrémités seront une situation à étudier à part. Ensuite,
Vous avez déjà aperçu aussi la fonction valeur absolue. Vous savez très bien que la fonction valeur absolue est représentée par cette espèce de V de la victoire, et vous savez très bien que il y aura un minimum, ou le minimum global, qui est atteint en 0. C'est qu'elle n'est absolument pas dérivable en 0. Donc, une fonction non dérivable en A réel peut admettre tout de même un extrémum en ce réel. Voilà, autre remarque importante, la réciproque du théorème est totalement fausse. On peut avoir le nombre dérivé f' de c qui est nul, et pourtant, vous n'êtes pas face à un maximum ou un minimum. Pensez à la fonction cube. La fonction cube, sa dérivée, c'est clairement 3x carré. Vous savez que f' de 0 est égal à 0. Et pourtant, ce n'est absolument pas un extrémum. On parle cette fois de point d'inflexion. Ça, vous l'étudierez plus en détail quand vous serez en terminale et que vous étudierez les notions de convexité et de concavité. Pour fixer les idées, on choisit toujours les extrémums éventuels de f parmi les réels qui vérifient. Donc soit ce sont des bornes de i, je vous ai dit qu'on traite à part les bornes, soit ce sont des réels où f n'est pas dérivable, donc pensez à la fonction valeur absolue, soit la fonction est bien dérivable en ce réel et f' de c est égal à 0. Alors la question c'est comment choisir, parce qu'on a vu que ici ça fonctionne pas toujours. Oh, vous savez, on va pas trop se prendre la tête, hein. Comment choisir? Il suffira juste de regarder le tableau de variation. Et quand vous avez un tableau de variation comme celui-ci, vous voyez clairement ici que vous êtes face à un maximum ou maximum local sur la situation, et que ici vous êtes face à un minimum. Vous avez clairement ici un changement de signe de la dérivée. Donc propriété admise pour terminer ce chapitre. Donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et c un réel de i, si la dérivée s'annule en c en changeant de signe, alors vous êtes bien face à un extrémum local. Alors, ce cours n'était pas trop long ni trop compliqué par rapport au cours sur la dérivation précédent. Néanmoins, vous connaissez la recette, hein. Un cours ça se travaille, un cours ça se relit. Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière sur cette vidéo. Allez, bon courage à tous.